Il est 18 h. Bonsoir, il est exactement 18 h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, crise socio-politique, vent de décrispation dans la banlieue et la plupart des localités du pays. Après les scènes de violence, de mouvements pour la défense de la démocratie suspend ces manifestations prévues ce mardi et mercredi. À la place, ses membres font face à la presse depuis 17 h au siège du PASTEF. Au Sénégal, l'heure est au bilan. À Bignona, un jeune de 14 ans a finalement succombé à ses blessures après les violentes manifestations. Des manifestations lors desquelles la Croix-Rouge a secouru 590 blessés, 232 victimes évacuées vers les structures sanitaires du mercredi 3 au lundi 8 mars entre Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Bignona, Mbacké, Touba, Alucade, à Dakar. La vie économique a repris son cours, mais non sans conséquences suite aux violences. 4 jours de fermeture des boutiques et magasins sur les allées des centenaires, un manque à gagner énorme, un pays qui porte encore les stigmates de ces violences. Covid-19 au Sénégal, 5 nouveaux décès, 80 nouvelles infections recensées, dont 58 cas issus de la transmission communautaire sont recensés ce mardi. L'actualité nous amènera également en Côte d'Ivoire où les résultats issus des élections législatives du 6 mars sont désormais officiels. Le RHDP, le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara, conserve sa majorité à l'Assemblée nationale. 137 élus, soit 54% des sièges. Les candidats déçus disposent de 5 jours pour déposer des recours. Sud-Soir. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le dis en titre, le mouvement pour la défense de la démocratie suspend ses manifestations prévues ce mardi et mercredi. À la place, ses membres font face à la presse depuis 17 h au siège du PASTEF. Nous y reviendrons certainement avec notre reporter sur place, Amadou Moustapha Dia. Un pays, le Sénégal, qui porte encore les stigmates ou les conséquences de ces manifestations. Depuis quelques jours, un jeune manifestant de 14 ans atteint à Bignona lors des manifestations a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital régional. À Ziguinchor, le calme est revenu, mais les stigmates des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants sont encore visibles dans la ville. Ben Michel Confoudi. Le jeune qui a succombé à ses blessures suite aux manifestations de Bignona répond au nom de Bounama Silla Sagnan. Ce manifestant âgé de 14 ans a rendu l'âme au centre hospitalier régional. À Ziguinchor, la vie est en train de reprendre son cours normal après une semaine de tensions ponctuées d'accrochage entre forces de l'ordre et manifestants. Au centre-ville, les barricades qui y étaient érigées ont tout sauté. Les forces de l'ordre ont rejoint leur caserne et les militaires se sont retirés. À l'Escale, quartier des affaires, les activités ont repris à part quelques magasins et banques qui restent fermés. Les bureaux et services administratifs ont également repris. Au marché Saint-Maur des Fossés de Bokot, situé à l'ouest du centre-ville, le commerce a repris, même si ce n'est pas encore le grand rush. Cependant, dans la ville de Ziguinchor, les stigmates des affrontements entre police et manifestants sont encore visibles. Les pneus calcinés, des carcasses de véhicules et des pierres ornent le décor des artères de la ville, obstruant dans certains endroits la circulation des automobilistes et des motocyclistes. Les acteurs du petit commerce, dont les tables et cantines ont été utilisées par les manifestants pour faire des blocus, sont en train de constater les dégâts et d'autres sont en train de récupérer ce qui peut l'être. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, vent de décrispation dans la banlieue. Revenez que les jeunes interpellés lors des manifestations ont été libérés depuis la banlieue. La correspondance de Elhaj Moussatiam à suivre dans nos prochaines éditions. Retenez que lors de ces affrontements, la Croix-Rouge sénégalaise a porté secours à 590 blessés lors des manifestations publiques du mercredi 3 au lundi 8 mars à Dakar, à Lucade, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Bignona, Mbacké et Touba.
Cette assistance humanitaire a été assurée par 316 secouristes auprès de 590 manifestants blessés. Au total, 232 victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires. Parmi ces victimes, 6 pertes en vies humaines ont été recensées, dont un sans-abri intercepté à la place de l'Indépendance à Dakar, 2 corps sans vie à Keur-Massar, un à Yeumbeul Nord, un décès enregistré à Colobane, un autre aux Parcelles Assainies selon les données de la Croix-Rouge. À Sédhiou, les institutions impactées par les violentes manifestations de vendredi dernier n'ont toujours pas repris le service. L'ampleur des dégâts ne garantit point la reprise des activités de sitôt. Sur place, le quartier administratif bouclé par un impressionnant dispositif de sécurité. Moussa Dramé. 5 jours après les violentes manifestations ayant entraîné de nombreux dégâts à Sédhiou et dans certaines collectivités territoriales de sa région, le service public n'a toujours pas repris dans presque toutes les institutions administratives impactées. La reprise ne sera pas de sitôt pour les services les plus affectés, notamment l'inspection régionale des eaux et forêts pillée et vidée de son contenu, le secteur départemental incendié en même temps que leur dispositif de logistique roulante. Le quartier administratif est bouclé par un important dispositif de sécurité de l'inspection des eaux et forêts au tribunal de grande instance de Sédhiou en passant par la gouvernance, la mairie, la préfecture et la gendarmerie. Les institutions financières ont par contre repris leurs activités ainsi que le commerce, à l'exception de certains magasins situés sur l'emprise du périmètre de sécurité. Dans la ville et partout ailleurs dans la région de Sédhiou, le calme est de mise et par endroits d'une morosité aux allures de ville morte. Cependant, les militants du parti PASTEF, les patriotes de Sédhiou, par la voix de Fatoumata Bintou Diédiou, la coordinatrice de la zone sud de Djiguen PASTEF, appellent à une nouvelle journée de mobilisation par une marche pacifique qu'elle rassure autorisée. Par cette manifestation, les partisans du député Ousmane Sonko entendent toujours exiger la libération de leurs camarades d'autres régions, toujours entre les liens de la détention. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, retour à Dakar qui porte encore les stigmates de ces violences. La vie économique a bel et bien repris son cours dans les allées du centenaire de Dakar. Boutiques et magasins ont levé les rideaux, les petits commerces également. Après plus de 4 jours de fermeture, c'est un manque à gagner énorme selon les commerçants. Ils ont appelé au calme et à la retenue. Le reportage est signé Abdoulaye Diop. La vie a repris son cours normal dans les allées du centenaire. Boutiques et magasins sont ouverts. Ils étaient fermés durant au moins 4 jours. Une situation très difficile pour Ibra Gueye dit Bretouba. C'était très difficile, mais on rend grâce à Dieu. Plusieurs d'entre nous ne sont pas payés par l'État. Nous avons notre propre business pour aider nos familles. Donc il faut qu'on pense à nous. Le boulevard du centenaire est un théâtre d'affrontement à chaque manifestation. Un manque à gagner pour les vendeurs selon Day Awa. C'est aujourd'hui que j'ai repris. Imaginez pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis mercredi dernier, cela a fortement impacté sur notre portefeuille. Tu imagines les conséquences de rester 4 à 5 jours sans travailler? Ce n'est pas facile. Ce commerçant dénonce les casses et appelle l'État à être plus à l'écoute de sa population. Nous sommes de petits commerçants, donc rester une semaine sans boulot, c'est vraiment dur. Nous demandons à l'État de prêcher la paix et écouter le peuple, car aujourd'hui c'est nous qui en pâtissons en tant que petits commerçants et on ne va pas nous dédommager. L'arrestation du député Ousmane Sonko a entraîné des troubles durant plusieurs jours dans la capitale. Au lendemain de sa libération, commerçants et marchands des allées du centenaire ont poussé un véritable ouf de soulagement. Abdoulaye Diop, des manifestations, saccages et pillages avec leur lot de conséquences, des stations-service attaquées. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour plusieurs automobilistes. Il faut suivre de longues queues pour avoir du carburant. Certains taximans ont même immobilisé leur véhicule. D'autres, par contre, ont essayé de faire le plein pour plusieurs jours. Le reportage de Josette Kadi. De difficultés pour certains automobilistes ces derniers jours. Trouver du carburant nécessite une longue attente auprès des stations-service fonctionnelles. Ça a posé un problème aussi. Il y a une longue queue, surtout vers Parcelles Assainies, quoi. Le week-end passé,
C'est sûr qu'il y avait des queues, parce qu'on prend du carburant, mais j'ai fait au moins 30 minutes là-bas. Ça suffit qu'il y a des répercussions. Une situation qui a ralenti l'activité économique de bon nombre de taximans. Nous avons des problèmes de carburant. Tous ceux qui n'ont pas eu le plein avant ces événements ne travaillent pas pour le moment. Sinon, tu es obligé de faire la queue et tu ne peux pas mesurer la durée de ton tour. Voilà. Maintenant, si tu peux travailler en remplissant, tu ne vas pas t'en sortir. Les clients ne payent pas. Et tu peux faire des rondes sans voir de clients. C'est vraiment difficile. Et si tu n'as pas de gamètes, écoute, on ne te vend pas de l'essence sur des bidons. Et dans ce cas, tu es obligé de garer ta voiture. L'air inquiet, ce chauffeur craint une pénurie d'essence dans les jours à venir. Ils sont beaucoup plus réduits, ça c'est bien vrai, mais bon, vu qu'à Dakar aussi, il y a beaucoup de véhicules, donc c'est un sérieux problème. Et les stations ne peuvent pas satisfaire tous les véhicules qui sont là. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait pénurie en CM, que les gens avaient peur de sortir. Et ils avaient peur de sortir les citernes de gasoil aussi, c'est pas évident. Pour parer à toute éventualité, Saliou et Dame ont fait le plein. Comme j'ai l'habitude de prévoir, j'ai déjà mis le plein depuis samedi, pour ne avoir de rupture. Parce que je travaille en circulant. J'ai fait le plein. Bon, ce sera pour juste une semaine ou 10 jours maximum. La réduction des stations-service fonctionnelles dans la capitale se fait déjà sentir par les longues queues d'approvisionnement si certains conducteurs ont carrément garé leur voiture. Ceux qui le peuvent, quant à eux, ont fait le plein pour pouvoir circuler. Josette Kali, quelles leçons tirées suite à ces violences ou ces violentes manifestations enregistrées au sein du pays? L'Association des juristes africains interpelle les chefs d'État sur la nécessité d'améliorer les institutions démocratiques, surtout la justice. Elle est le socle de la stabilité et de l'ordre social. La justice doit être appliquée et non instrumentalisée, insiste le professeur Papa Ogosek, enseignant-chercheur, président de l'Association des juristes africains, par Isseignan. Effectivement, la justice constitue le roc sur lequel doit se bâtir l'état de droit. Et si les citoyens obéissent à la règle de droit, c'est parce que cette obéissance, comme nous l'avons rappelé dans le communiqué, se fonde d'abord sur l'idéal de solidarité sociale, basé sur l'équité, la solidarité et aussi les libertés et certains droits fondamentaux, mais aussi sur le sentiment de justice. La justice est un sentiment impératif et c'est une justice qui doit être appliquée et non pas instrumentalisée. Pour rappeler que, en fait, les chefs d'État africains doivent faire en sorte d'améliorer les institutions démocratiques. Il s'agit de l'Assemblée nationale dans son fonctionnement, mais aussi et surtout de la justice, qui est donc le pilier de l'état de droit, la colonne vertébrale de l'état de droit, et veiller aussi à ce que les droits de l'opposition comme des minorités soient respectés un peu partout en Afrique, y compris donc au Sénégal, et que le respect de ces droits fondamentaux, le respect de la liberté des citoyens, le respect aussi de l'égalité devant la loi, tous ces principes doivent être respectés et cela permettra de prendre en compte les vraies aspirations des populations à la liberté et aux droits. Et dire tout simplement, pour finir sur ce point, que la justice doit être un instrument d'ordre social et non pas un instrument de haine sur le plan social. Le Gorée Institute déplore vivement également les pertes en vies humaines et présente à la nation sénégalaise tout entière ses condoléances sincères. L'Institut invite également les différents acteurs au dépassement pour s'attaquer aux véritables urgences de l'heure, notamment la crise sanitaire née de la Covid-19 avec ses implications vues la vie quotidienne, dans la vie sur la vie quotidienne des populations. Le respect de chaque individu, des droits de l'homme et de la démocratie doit être au cœur de cette bataille, note-t-il dans un communiqué qui nous est parvenu. Retenez que dans cette affaire liée aux violences notées justement depuis quelques jours, liée à l'affaire Ousmane Sonko, le professeur Maurice Soudiardione sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure. 18h16 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Sud FM.
Parlons à présent de la situation épidémiologique au sein du pays. 80 nouvelles infections ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les chiffres qui n'ont jamais été aussi bas depuis le 29 décembre. Mais il faut préciser que le nombre de tests réalisés est en baisse. Le Covid-19 a par ailleurs fait 5 nouvelles victimes. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec le docteur Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1028 tests réalisés, 80 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,78%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 22 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 58 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 29, dont 5 à Dakar Plateau, 4 à Rufisque, 2 à Grand Dakar, HLM, Liberté 6, Parcelles Assainies, HLM et Grand Médine, 1 à la Médina, Point E, Ouagouniaï, Niaritali, Sacré-Cœur, Diamniadio, Guédiawaye, Kermassar, Cité Sénélec et Yembol. Dans les autres régions, nous avons eu un total de 29 cas, dont 7 à Thiès, 4 à Mbour, 3 à Matam et à Sali, 2 à Kaolack, Louga et Sakal, 1 à Diourbel, Ndiafat, Kabatoki, Kébémer, Khombol et Richard Toll. 269 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce lundi 8 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À ce jour, 36 039 cas ont été déclarés positifs, dont 31 184 guéris, 930 décédés et donc 3 924 patients sous traitement. Et retenez que 1731 personnes ont été vaccinées, portant le nombre à 66 768 sur toute l'étendue du territoire national. La Thiès, l'administration de la deuxième dose est prévue à partir du 16 mars. 7300 personnes ont reçu leur première injection en l'espace de 2 semaines dans la région. Le médecin-chef a réceptionné lundi une deuxième notation de vaccins constituée de 33 000 doses d'AstraZeneca et 9 400 doses de Sinopharm. Sud International. L'actualité internationale que nous débutons pour aller justement en Côte d'Ivoire où le parti, c'est donc le RHDP, le parti au pouvoir qui l'emporte après ces élections législatives du 6 mars dernier, en résistant à ses adversaires dans le reste du pays. Les soutiens d'Alassane Ouattara conservent la majorité absolue, mais le parti ne fait pas aussi bien qu'espéraient ses dirigeants. Le RHDP plafonne ainsi à 137 élus, soit 54% des sièges. La faute aux 3 derniers résultats donnés est favorable à l'opposition qui empoche les 10 députés encore en lice dans les 3 communes les plus disputées d'Abidjan. Les 3 communes les plus disputées d'Abidjan. La première, la plus emblématique peut-être, est une reconquête pour les opposants EDS et PDCI, mais pas un triomphe. 450 voix d'avance et seulement 18% de participants. C'est un peu plus large dans les 2 autres où le PDCI conserve ses fiefs. Au total, l'alliance des 2 familles politiques pro-Bédié et pro-Bagbo compte 81 députés, 32% au total, via une coalition des petits partis d'opposition avec 10 élus, soit 4% des sièges, et un bon nombre d'indépendants. Ils seront 26, soit 10% des députés. Et parmi tous ces députés, le nombre de femmes à l'Assemblée nationale reste faible, 32, soit 12,6%. Il est à noter également que le chiffre de la participation est de 37,88%, à peine meilleur qu'en 2016. Les élections intermédiaires ne mobilisent donc pas les Ivoiriens. C'est maintenant la phase des recours qui débute. Les candidats déçus ont normalement 5 jours pour déposer leur recours.
À direction, la communauté Peul de la région de l'Est confie ses problèmes au ministre en charge de la réconciliation nationale au Burkina. Une délégation de chefs coutumiers de la communauté Peul de la région a été reçue en audience ce mardi par le ministre d'État. La délégation, dans le cadre de la réconciliation nationale, plaide pour l'arrêt des actes de stigmatisation et de répression des membres de la communauté Peul de Ouagadougou. La correspondance de Mathieu Somda. Dans l'est du Burkina, la communauté Peul subit doublement les attaques terroristes. La confidence est faite par Issouf Diallo, un des chefs coutumiers de cette communauté. Et la communauté Peul se sent beaucoup menacée parce qu'elle subit à deux titres. D'abord, victime des attaques directes des terroristes, au même titre que les autres communautés, mais aussi elle fait face à la furie des autres communautés et de certaines forces d'autodéfense qui, à cause des amalgames créés justement par ces actes de terroristes, ont commencé à créer des suspicions entre les différentes communautés, en particulier entre la communauté Peul et les autres communautés. Selon les chefs coutumiers de la communauté Peul des 5 provinces de la région de l'Est, il y a des résultats sur le front de la lutte contre le terrorisme. Issouf Diallo. Ces Peuls résident chez eux, ils sont venus de chez eux et ils repartiront chez eux, Inch'Allah. Il n'y a aucun chef fugitif à Fada. Nous sentons de l'apaisement puisque les populations circulent sur les axes alors qu'il fut un moment où aucun Peul ne prenait certains axes de la région de l'Est. Mais aujourd'hui, les gens circulent librement sur ces axes. Les choses commencent à aller, le pays commence à bouger vraiment dans le sens de la réconciliation et dans le sens de la compréhension de ce qui est en train de miner véritablement le pays, à savoir la division créée à la base par notre ennemi commun. Les éleveurs ont du mal à exercer à cause de l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a la quiétude à ce niveau? On a dit qu'il y a une tendance vers la normalisation de la situation, mais la situation reste encore la même pour les éleveurs. Pourquoi? Parce que les éleveurs vont plus loin dans la brousse où il n'y a pas l'autorité, où il n'y a pas de force de défense. Donc ils sont seuls face aux terroristes qui les pillent, qui les raquettent, qui les font payer des dîmes, des zakats, et ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent faire survivre leur bétail. Donc ils traversent, ils sont de passage, mais ils sont harcelés. Quand ils n'ont pas la malchance qu'on leur arrache tout le troupeau. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, et puis cette brève sportive, Ligue des Champions, 8e de finale retour, Juventus de Turin reçoit FC Porto à 20h. À la même heure, Dortmund joue contre FC Séville. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'UGB, Dr Maurice Soudière-John. Analyse le docteur qui analyse l'issue de cette crise sociopolitique ici au sein du pays. Il s'entretient ici avec Elhaj Malik. Nous sommes avec Maurice Soudière-John. Bonjour. Bonjour Elhaj Malik. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF finalement placé sous contrôle judiciaire. Alors quelle lecture politique de cette issue? Oui, je crois que c'est une affaire politico-judiciaire qui a profondément ébranlé le pays, qui a entraîné l'une des crises politiques les plus graves que le Sénégal a connues, avec le saccage de symboles forts de l'État comme le tribunal à Diourbel ou les locaux de la gendarmerie à Diaoubé. Donc cette crise a aussi éprouvé les institutions de l'État et le vivre ensemble. Et tout cela montre que c'est une crise extrêmement grave qui a des implications économiques aussi, puisque c'est l'expression du mécontentement populaire, l'expression d'un malaise économique et social sur fond de crise sanitaire et de crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Donc tout cela fait que ça a été un cocktail détonnant et surprenant et qui a entraîné les conséquences fâcheuses et malheureuses que l'on sait et qui a entraîné, comme vous le savez, une nécessité d'entrer dans une perspective de dénouement de cette crise pour éviter que l'escalade de la violence ne fasse basculer le pays dans l'incertitude. Alors, hier, avant de parler du chef d'État, Ousmane Sonko a réussi également à fédérer toute l'opposition. Au-delà même de cette opposition, il y a la société civile. Alors, comment peut-on expliquer cette jonction de toutes les forces aujourd'hui? Oui, je crois qu'il faut faire la part des choses. Je disais que l'affaire Ousmane Sonko a été un déclencheur.
il a été quelque peu un fédérateur de l'expression du mécontentement populaire. Mais de là à dire que toute l'opposition et la société civile et toutes les franges significatives de la société se sont fédérées autour de lui, je crois que c'est un pas qu'il faut se garder de franchir allègrement, parce que ce qui était en cause, au-delà de l'affaire Ousmane Sonko, c'était aussi la préservation de la démocratie et de l'état de droit. C'était une question libertaire qui se posait, et c'était aussi une question de pérennisation de notre vivre ensemble et de pérennisation de l'état du Sénégal et du contrat social. Donc je crois que sous cet angle, cela explique et justifie l'implication de toutes les forces vives de la nation, de la société civile, l'opposition et toutes les personnes de bonne volonté, parce qu'il fallait arrêter ce cycle infernal de violence qu'on a connu ces derniers jours et qui pouvait avoir une issue qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas souhaitée pour le pays, et qu'on puisse revenir à la raison pour les uns et pour les autres, de se dire que ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Sénégal, il faut le préserver, et que la stratégie jusqu'au boutiste ne peut pas prospérer dans le temps, surtout dans le contexte actuel, et que si les uns et les autres ne lâchent pas du lest, la situation peut dégénérer. Alors, est-ce que Ousmane Sonko, qui a déclenché toutes ces manifestations, mais également qui a eu cet élan de sympathie, peut garder le cap jusqu'aux prochaines élections? Je crois que ce sera difficile, voire très fort improbable, de continuer à avoir une mobilisation aussi forte jusqu'en 2024. Et à raison de 2 jours par semaine, je crois que ce n'est même pas souhaitable, parce qu'il faut aussi que le pays travaille, et on ne peut pas être tout le temps dans cette tension, dans cette agitation permanente, ce qui serait aggraver aussi la crise économique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, après ces événements, une rupture, et cette rupture, je crois qu'elle est salutaire, parce que ça montre aux tenants du pouvoir que la démocratie et l'état de droit sont des impératifs catégoriques et non négligeables, et que les piétiner ou en violer les règles et les principes peut entraîner une crise politique de cette nature-là, qui peut avoir des conséquences très dommageables pour le pays. Comment le pouvoir peut inverser aujourd'hui ce rapport de force? Je crois que ça va être difficile d'inverser ce rapport de force, parce qu'il faut dire que dans l'évolution du système politique sénégalais, au bout de 8 ans, les pratiques autoritaires prospèrent à peu près sur une période de 8 ans. Au-delà de cette période, il est difficile de maintenir le cap sur des pratiques autoritaires. Le président Senghor l'a fait, 62, 68, 69 environ avant d'ouvrir le jeu. À partir de 70, avec la création du poste de Premier ministre, à partir de 74, 76, 78, l'instauration de multipartisme limité. Le président Diouf également, 81, 88 environ, et avec la grande crise de 88 qui va être suivie de réformes politiques. Le président Sall aussi a franchi ce seuil des 8 ans, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est obligé de revenir aux fondamentaux s'il comprend bien le message qu'a exprimé le peuple sénégalais ces derniers jours pour remettre les choses en l'état, parce que le système politique sénégalais fonctionne sur la base de cette contradiction, qui est que la construction du pouvoir personnel contredit et nourrit tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. Et donc, le président, c'est une invite que le peuple fait au président pour remettre les choses en ordre par rapport au calendrier électoral pour les élections locales, ensuite pour les élections législatives et pour la présidentielle de 2024, et par rapport à la question du 3e mandat, qui est clairement réglée par la Constitution. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. C'est clair, et donc le président de la République, par rapport à cela, doit remettre les pendules à l'heure, se ressaisir pour éviter de plonger le pays dans des crises politiques
aussi grave qu'inutile que celle que nous avons connue hier, ces derniers jours. Maurice Soudieguione, je vous remercie. Merci El Hadj Malick. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. 18h31 sur l'ensemble du réseau synchronisé Sen Radio. Et nous accueillons la page économie avec Rapsé Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Lors de son adresse à la nation de ce lundi, le chef de l'État annonce une réorientation des allocations budgétaires pour répondre aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Le professeur à la FASEG, Meïssa Babou, parle d'échecs et donne quelques pistes de solutions pour l'employabilité des jeunes. En annonçant qu'il va retourner à l'Assemblée nationale pour faire une réorientation budgétaire, pour financer des activités des jeunes et des projets, alors que le président avait déjà une politique de jeunesse ou une politique d'emploi confiée à 2-3 agences, avec au moins 2 ministères et une direction l'ADER, on se rend compte que quand même l'annonce du président est un aveu d'échec d'une politique de jeunesse, d'une politique d'emploi. Pour créer autant d'emplois et contenter les jeunes, je crois qu'ils s'engagent dans une voie sans issue. Parce que quand même, il faut reconnaître que nous sommes en économie. Et seule l'économie en soi peut engranger autant d'emplois que nécessaire. On ne peut pas, avec des décrets, avec financement de projets, et quand même venir à bout d'une masse de chômeurs dans un pays. Et malheureusement, nous n'avons pas un secteur industriel capable d'engranger tout cela. Maintenant, il faut peut-être attendre des nouveautés dans la définition peut-être de nouvelles directions ou bien d'une nouvelle, en tout cas politique, pour voir exactement là où le président veut aller. Je crois que la meilleure politique de l'emploi quand même que le président pouvait offrir à la jeunesse devrait être quand même une politique d'autosuffisance alimentaire tournée vers l'élevage et l'agriculture. Et normalement, avec des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares, il suffit simplement de mettre de l'eau ici et là et donner un fonds de roulement à beaucoup de ces gosses-là qui vont peut-être dans les villages, dans les communautés rurales pour avoir des activités. Mais quand on tourne autour d'une certaine DER qui finance peut-être beaucoup plus des activités urbaines de petite envergure, je crois que avec toutes les formations du monde que les 3 FP et l'autre ANFP peuvent faire, on ne s'en sortira pas. C'était l'économiste professeur Meïssa Babou. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. 18h34 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Crise socio-politique, vent de décrispation dans la banlieue et la plupart des localités du pays après les scènes de violence. Le mouvement pour la défense de la démocratie suspend ses manifestations prévues ce mardi et mercredi à la place. Ses membres font face à la presse depuis 17h au siège du PASTEF. Au Sénégal, l'heure est au bilan. À Bignona, un jeune de 14 ans a finalement succombé à ses blessures après les violentes manifestations. Des manifestations lors desquelles la Croix-Rouge a secouru 590 blessés, 232 victimes évacuées vers les structures sanitaires du mercredi 3 au lundi 8 mars entre Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Bignona, Mbacké, Touba, Alucade. À Dakar, la vie économique a repris son cours, mais non sans conséquences suite aux violences. 4 jours de fermeture, des boutiques et magasins sur les allées des Centenaires, un manque à gagner énorme selon les commerçants. Un pays qui ressent encore les stigmates de ces violences. Et puis,
Covid-19 au Sénégal, 5 nouveaux décès et 80 nouvelles infections recensées, dont 58 cas issus de la transmission communautaire sont enregistrés ce mardi. Vous avez suivi le point du jour avec le docteur Eladji Mamadou Ndiaye dans ce journal. Et puis, l'actualité nous a également emmené en Côte d'Ivoire où les résultats issus des législatives du 6 mars sont désormais officiels. Le RHDP, le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara, conserve sa majorité à l'Assemblée nationale. 137 élus, soit 54% des sièges. Les candidats déçus disposent de 5 jours pour déposer des recours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde à 21h. Retrouvez Adaman John pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Dans un instant, votre rubrique Sud d'éducation avec Mariem et Aïda. Retrouvez Marie-Rosalinga et ses invités dans Allo Docteur. Ça sera à 19h. Sud FM.